Suite à une rupture difficile, ils ne parviennent pas à se désintoxiquer de leur ex. J'ai voulu absolument, quand on s'est séparés, qu'il me donne un t-shirt à lui que je garde et j'espère garder toujours. C'est le seul homme que j'ai vraiment aimé et je voulais le récupérer. Pour eux, impossible de rompre le contact. Je cherchais toujours à le voir. Je l'ai harcelé par téléphone. Un message sur le répondeur, je vais dire une fois par semaine, minimum. Et s'il me répondait pas à des messages, des fois je me rendais carrément jusqu'à chez lui. Mais comment tourner la page et oublier celui ou celle que l'on croyait être l'amour de sa vie? Et à chaque fois que je le vois, j'ai un pincement au cœur. Mais j'essaye d'oublier. Mais c'est très difficile. Bien évidemment qu'il va falloir avoir un travail là-dessus, mais c'est très dur, c'est très dur. J'espère peut-être, moi, trouver quelqu'un d'autre pour essayer de tourner la page. Bonjour à tous, merci d'être avec nous et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau et de nous faire le récit d'une histoire d'amour qu'ils n'arrivent pas à oublier. Cette histoire, ils la croyaient éternelle, mais elle a pris fin subitement. Ils y ont pourtant cru jusqu'au bout, tentant par tous les moyens de retenir l'élu de leur cœur. Et aujourd'hui encore, ils ne sont pas tout à fait guéris. Alors comment se désintoxiquer de son ex ? Eh bien, c'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Et puis après ces récits à fleur de peau, dans l'histoire continue, nous accueillerons Zem, qui nous dira à quel point sa vie a évolué depuis sa première visite sur notre plateau. Mais d'abord, découvrons l'histoire de Coralie. Bonjour. Pour quelle raison avez-vous souhaité témoigner, Coralie ? J'ai souhaité témoigner parce que ça fait 4 ans que je ne suis plus avec mon ex et 4 ans que j'arrive pas à l'oublier et qui hante mes pensées. Donc cela fait donc 4 ans que vous vivez dans l'espoir du retour de votre ex. Vous avez tout tenté pour le récupérer, tout, c'est-à-dire la gentillesse, les cadeaux, les déclarations d'amour, mais rien n'y a fait. Et aujourd'hui, vous commencez à réaliser qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Je l'ai dans la peau, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. À Lyon, dans le quartier de Vèze. Coralie a 25 ans. Dans cette boîte, la jeune femme garde précieusement des souvenirs de Patrice, son premier amour. Première peluche qui m'a offerte, c'est notre petit doudou fétiche. Et ça, son t-shirt. J'ai voulu absolument, quand on s'est séparés, qu'il me donne un t-shirt à lui que je garde et j'espère garder toujours. Ça fait 5 ans maintenant qu'on n'est plus ensemble pour moi, c'était l'homme de ma vie. C'était lui et personne d'autre. Avec lui, je voyais peut-être un mariage, je voyais le père de mes enfants, tout simplement. Je me voyais finir avec lui. J'ai du mal à croire que cette histoire est terminée. Patrice, elle l'a connu à 16 ans. Lui en avait 26. Malgré leurs 10 ans d'écart, ils se sont très vite attachés l'un à l'autre. Pendant 4 ans, Coralie a vécu le parfait amour. Jusqu'au jour où Patrice a décidé de mettre un terme à leur histoire. C'était il y a 5 ans, mais Coralie refuse de tourner la page. Cette histoire l'a énormément affectée. Coralie est même devenue boulimique. La jeune fille est passée de 50 à 112 kilos. Tu veux que je t'aide à éplucher les tomates ? Oui, vas-y, là, je décortique la salade. Aujourd'hui, avec l'aide de sa mère, elle tente de faire attention à son alimentation. J'ai grossi pendant plusieurs années et je me suis pas reconnue. Aujourd'hui encore, j'ai de la haine contre mon corps. Je me trouve encore horrible. Je l'ai pas accepté, je l'accepte pas et je l'accepterai jamais, cette variation de poids. J'ai très peur pour la santé de ma fille. Ça me perturbe beaucoup, hein. En tant que maman, il est vrai que je souffre de la trouver mal. Je voudrais tellement que ma fille soit heureuse.
Mais ce qui préoccupe le plus Marie-Noël, c'est que sa fille voit encore très souvent Patrice. C'est vrai, j'encourage Coralie à ne plus voir si souvent Patrice parce que c'est une situation qui me déplaît et ça dure depuis 4 ans quand même. Et cet homme, Coralie le voit quasiment tous les jours. Salut! Ça va? Ça va et toi? Bah ça va. Vas-y, je t'ai pris ton sirop. Merci. Tu connais bien mes goûts, toi. Hein. Bah à force. On traque? Allez, santé. Santé. Même s'ils ne sont plus ensemble, Coralie n'envisage pas sa vie sans lui. C'est une situation très très difficile. Il y aurait, je pense, fallu du début qu'on fixe des règles. Pour moi, c'est très clair. Je lui ai déjà dit que c'était que de l'amitié. Mais je suis pas convaincue que pour elle, que ce soit la même conviction. Ça fait mal d'entendre dire qu'il se passera plus jamais rien. Parce que peut-être au fond de moi, j'espère qu'un jour il y aura quelque chose. Ça me fait de la peine dans un sens parce que on ressent pas la même chose l'un pour l'autre. Donc j'ai de la peine pour elle parce que c'est elle qui souffre. Je veux pas le perdre, quoi. J'ai trop peur. Mais si tu me laisses vivre ma vie, ça veut pas forcément dire que tu vas me perdre. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse mettre un peu de distance, un petit peu quand même. Qu'on se voit pas aussi souvent que maintenant. Peut-être. Je sais pas. Je sais plus. Douloureux tout ça. Hein. Très Coralie. douloureux. Donc il vous propose d'être son ami. Voilà, tout simplement. Et vous, ça vous intéresse pas du tout. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'espère peut-être toujours au fond qu'un jour il y aura reprise de notre histoire, mais pourtant il me le répète assez souvent que ça sera pas possible. Vous avez essayé de prendre vos distances, vraiment? J'ai essayé à l'aide d'une psychothérapie. J'ai pas tenu longtemps. Vraiment pas longtemps, quelques jours, et après j'ai craqué, nerveusement. Alors, vous étiez très jeune quand vous êtes tombée amoureuse de lui. Vous aviez 16 ans, lui en avait 26. Comment vous décririez la jeune fille que vous étiez à cette période? Une jeune fille belle, heureuse, envie de vivre, envie de croquer la vie à pleines dents. Un peu fragile peut-être quand même, non? Un peu, je pense. Un petit peu. Vous étiez comment dans votre relation de couple avec lui? Apaisée, tranquille, sereine? Non, j'avais toujours peur de le perdre. Donc j'étais très jalouse et possessive. Pourquoi vous aviez peur de le perdre? Parce que pour moi, c'était lui et c'était pas quelqu'un d'autre. Mais vous n'étiez pas sûre de vous pour le garder? Non. Je me disais qu'il trouvera toujours mieux ailleurs et que moi, j'étais pas assez bien pour lui. Donc du coup, vous étiez jalouse, jusqu'à fouiller dans ses affaires? Voilà, fou. Pour essayer de trouver quoi? Peut-être une fille qui me cache une relation. Vous aviez des raisons de le soupçonner? Aucune raison. Vraiment aucune raison, parce qu'il a toujours été sincère avec moi. Donc il devait souffrir de cette jalousie et de ce côté un peu possessif et excessif? Oui, il en a beaucoup souffert. Ça devait lui peser? Oui, beaucoup. En 2009, après 5 années d'une relation parfois tumultueuse, il a décidé de vous quitter. Est-ce qu'il vous avait préparé à cette rupture? Il vous avait déjà menacé de ça? Non, il m'a jamais menacé de ça et du coup, ça a été un coup de poignard. Il vous quittait pour quelqu'un d'autre? Non, justement, c'est ça qui a été le plus dur, c'est qu'il ne m'a pas quittée pour quelqu'un d'autre. Il m'a quittée parce qu'il me trouvait justement trop jalouse, trop possessive. Et entre guillemets, il ne me supportait plus. Et vous avez compris qu'il puisse ne plus vous supporter? Non, j'ai pas compris ça. Parce que je me suis dit que j'étais comme toutes les autres filles et que toutes les autres filles aussi ont un brin de jalousie, un brin de possessivité. Entre un brin et beaucoup et trop, il y a de la marge? Non?
Oui. Alors, vous avez tenté de maintenir le contact dans les premiers mois qui ont suivi votre séparation. Qu'est-ce que vous faisiez? Je cherchais toujours à le voir, toujours à le contacter. Et s'il ne me répondait pas à des messages, et ben, des fois, je me rendais carrément jusqu'à chez lui pour voir ce qu'il faisait, en fait. S'il ne me cachait pas quelque chose. Et pourtant, il vous Mais en avait réalité- quitté, donc il avait le droit de mener sa vie. Oui, mais je ne l'acceptais pas. Et je ne l'accepte toujours pas. Vous lui faisiez des cadeaux aussi? Je lui faisais des cadeaux, j'ai essayé la gentillesse, la méchanceté aussi, l'agressivité, vraiment tout essayé et rien n'a marché. Même, j'ai essayé même le sexe, C'est-à-dire? de continuer à avoir des rapports avec lui pour qu'on garde ce lien. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'avec ça, je vais réussir à le récupérer, mais je ne l'ai pas du tout récupéré. Alors, au bout de 3 mois, vous avez réalisé qu'il ne reviendrait pas sur cette décision. Jusqu'à quelle extrémité êtes-vous allé? J'ai fait une tentative de suicide. Vous nous raconterez tout à l'heure jusqu'où votre passion pour cet homme vous a entraîné. Mais d'abord, on va saluer Frédéric Farigou, expert de l'amour. Alors, un comportement peut-être un peu excessif, évidemment, de Coralie vis-à-vis de ce jeune homme qui masque probablement des failles importantes dans sa Mais ce qui me personnalité. touche, je suis touchée par sa souffrance. Et puis quand je vois Coralie, je vois une toute petite fille, en fait. C'est ça qui me touche le plus quand je vous regarde et qui ne veut pas être abandonnée. Et c'est ce qui vous a poussé à le contrôler, à vouloir à tout prix que ce soit lui, sans tenir compte forcément de ce qu'il peut vous dire ou de ce qu'il peut poser comme acte qui font que la relation est finie. Donc je pense que, je ne sais pas si vous continuez, vous avez parlé de psychothérapie tout à l'heure, si vous continuez ce travail-là, mais c'est important de le faire parce que, si vous voulez, là, vous maintenez dans un état de souffrance, en fait. En maintenant ce lien, puis quotidien, donc c'est impossible d'effectuer cette séparation. Vous maintenez un lien et en même temps ce lien, ça vous fait du bien, mais ça vous fait du mal. Ça vous fait du mal parce que ça vous empêche de prendre la confiance dont vous avez besoin pour dire je peux avancer dans la vie sans cette personne, j'ai suffisamment une bonne image de moi pour le faire. Parce que là, sinon, vous attendez tout d'un autre. C'est comme si un autre allait vous sauver, allait sauver votre vie. Donc en maintenant ce lien, vous ne pouvez pas faire les expériences qui peuvent vous permettre de vous donner confiance en vous et de penser que vous pouvez être aimable et être aimé d'un autre homme. Donc ce lien est vraiment toxique, même s'il est gentil, même si, voilà, et puis peut-être qu'il a peur... Il est gentil et patient, je trouve, quand même. Très patient. Il a l'air quand même attentif à vous. Mais c'est pas une bonne idée parce que il est clair et puis en même temps, ça entretient un espoir vain. Donc toute l'énergie que vous mettez à maintenir ce lien et à vouloir le reconquérir, c'est toute l'énergie que vous ne mettez pas à construire votre vie et à faire des expériences de vie qui vont vous donner confiance en vous. Vous avez eu d'autres petits copains? Oui, j'ai eu plusieurs relations, dont une qui a duré 1 an et demi après lui. Mais en fait, ça n'a pas marché parce que je continuais à tout le temps voir Patrice, en cachette d'ailleurs. Et ça n'a pas tenu parce que voilà, mon amour, il était plus vers Patrice que vers l'autre personne. C'est long quand même. C'est long, oui. C'est lui qui est parti? Oui, c'est lui qui est parti. On a eu assez? Oui, tout à fait. Comment avez-vous grandi? Il y avait un papa et une maman? Oui, il y avait mon papa et ma maman. Et votre papa vous a été présent? Pas du tout présent. Il vous a pas donné beaucoup d'amour? Non, pas beaucoup. Peut-être un petit peu... Mais oui, c'est l'abandon dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est pas forcément un abandon effectif, mais c'est une situation où je me suis sentie abandonnée de mon parent, pas présent et pas avoir ce regard valorisant que peut être le regard d'un père. Donc, c'est vrai que faire ce travail, ça pourrait vraiment vous aider parce que grandir, c'est ça aussi, c'est accepter les séparations. Parce que là, il y a comme une angoisse de séparation chez vous, une impossibilité à se séparer, alors que des expériences de séparation, on en vit toute notre vie. Donc c'est vraiment important d'être capable de les digérer. Est-ce que vous aviez déjà fait le lien entre l'absence de votre père et cette difficulté à vous séparer de cet homme-là? Oui, j'en avais déjà parlé en psychothérapie. Et que voilà, le problème, il vient
De la non-présence de mon papa D'un dans manque les de confiance en situations vous, c'est sûr. difficiles. C'est pour ça que c'est important de faire de nouvelles expériences de vie pour vous donner confiance en vous et voir que vous êtes capable. Parce que sinon, là, vous maintenez dans un état de non-confiance. Vous avez une mauvaise image de vous. C'était touchant de vous entendre dire à quel point vous détestez votre corps. Donc ça, il y a vraiment des blessures à guérir là-dessus. Et c'est pour ça que la psychothérapie, c'est très aidant. Alors, on va à présent ouvrir la première partie de notre émission qui a pour titre « L'amour d'une vie », car c'est bien de son seul et unique amour qu'Adélaïde va nous parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été mariée avec cet homme dont vous allez nous parler pendant plus de 30 ans. Et comme pour Coralie, c'est votre toute première histoire d'amour. À quoi ressemblait le couple que vous formiez tous les deux? Un couple, on s'aimait tellement, on faisait du sport en commun, on a eu des enfants, une très belle vie, jusqu'à cette catastrophe. Autrement, tout allait bien. Vous étiez quel genre d'épouse? On travaillait tous les deux, on avait une vie, on rentrait, on faisait à manger, on élevait nos enfants. Vous aviez quoi, une relation très complice? Oui. Vous étiez le genre jalouse, très présente? Non, pas du tout. Au contraire, il faisait ce qu'il voulait, il allait où il voulait et je ne contrôlais jamais rien. Vous aviez entièrement confiance en lui? Oui. Et puis votre relation a commencé à se dégrader. À quel moment? Quand on est parti en vacances, donc en septembre l'année dernière, on est parti en vacances et rien ne s'est passé pendant les 3 semaines qu'on est parti. Et quand on est rentré... Rien ne s'est passé, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un doute sur quelque chose. Tout allait bien. Tout allait bien. Donc c'était des vacances comme on avait l'habitude d'en passer. Et quand on est rentré, une semaine après, il a demandé pour rencontrer les enfants et moi. Et là, il m'a annoncé qu'il allait partir. En justifiant comment son départ? Qu'il n'était pas heureux et qu'il fallait qu'il passe à autre chose. Comment avez-vous réagi? Très mal. Est-ce que vous aviez des raisons de penser qu'il n'était pas heureux avec vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc très mal, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez dit? J'ai piqué une crise de nerfs, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai demandé pourquoi moi, qu'est-ce que j'avais fait, que je lui interdisais jamais rien, il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait. J'avais jamais dit non à n'importe quoi et je ne comprenais pas. Est-ce que vous avez tenté ou trouvé un moyen de le faire revenir sur ses décisions? J'ai essayé. Comment? Je lui ai demandé pour qu'il revienne à la maison. Je lui ai dit que j'allais changer. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il m'avait dit qu'il n'y avait rien qui allait, tout allait bien, mais qu'il n'était pas heureux avec moi, il fallait qu'il change de vie. Donc vous avez commencé à essayer de l'espionner, ce que vous n'aviez jamais fait, Voilà. d'aller le voir tous les jours au bureau, C'est-à-dire que oui. vraiment sur son dos? Voilà. Je l'ai harcelé par téléphone, par Internet, à son bureau. Je le suivais, je mettais des petits mots sur son pare-brise. Pourquoi vous faisiez ça? C'est le seul homme que j'ai vraiment aimé et je voulais le récupérer. Donc, pour moi, je ne comprenais pas pourquoi il partait. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen de récupérer quelqu'un, hélas. Non, mais bon, c'était mon seul moyen à moi que j'avais. Comment réagissait-il? Il m'a dit que de toute façon, j'avais beau faire ce que je voulais, qu'il ne reviendrait jamais vivre avec moi. À quel moment avez-vous commencé à relâcher cette pression? Quelques mois après, on est venu chez moi me dire qu'il y avait quelqu'un, donc j'y croyais pas, je me disais que c'était pas possible. Puis quand je lui demandais, il me disait que c'était faux. J'essayais de l'espionner, mais je tombais jamais sur quelqu'un d'autre. Donc j'ai tout essayé, et jusqu'au jour où je l'ai mis devant le fait accompli et je lui ai demandé. Et là, il m'a dit qu'il partait vraiment pour quelqu'un. Et là, vous avez réagi comment? Là, j'ai essayé de le suivre encore plus, d'essayer de rencontrer la personne avec qui il était, mais jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu la chance de tomber dessus.
La chance ou peut-être une chance que vous ne soyez pas tombé dessus? Ben, je sais pas, peut-être que c'est une chance, peut-être que c'est ma destinée, je sais pas. Peut-être qu'on sera jamais confrontés ensemble, mais je voulais voir qu'est-ce qu'elle avait de plus que moi. Bah oui, mais on va voir ce qu'en pense Frédéric, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ah non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que ça ne pourrait que servir, quelle que soit cette personne, ça ne pourrait que vous faire du mal. Continuez à investiguer comme ça, vous ne trouverez pas les réponses. Les réponses, vous pourrez les trouver en vous aussi. Et moi, ce qui me frappe quand je vous écoute, c'est vous dites, je lui demandais rien, il faisait ce qu'il voulait, mais c'est pas ça non plus la relation. C'est pas parce que ça, il y a forcément une distance qui s'est installée à un moment pour que vos chemins se soient éloignés comme ça. Parce que dans la relation, c'est aussi important de mettre soi ses propres limites, d'exprimer ses besoins, et c'est comme si vous étiez prête à tout accepter. Et bizarrement, vous commencez à lui demander beaucoup quand il part. C'est ça. Oui, c'est vrai. Vraiment, vous avez fait exactement l'inverse à partir du moment où il est parti. Bon, en fin de compte, notre vie, je pense que c'était devenu une routine. Donc on allait chacun de son côté au travail, à part un sport qu'on avait en commun, lui faisait son sport de son côté, moi j'allais du mien, on se rencontrait, on partait en vacances ensemble. Pour moi, cette vie-là me convenait, vu que ça faisait quand même plus de 30 ans qu'on l'a passée comme ça. Et vous avez fait une autre découverte. Donc vous avez découvert qu'il avait quelqu'un dans sa vie, et puis c'est pas tout. Non, j'ai découvert qu'il allait être papa en janvier. Est-ce que vous lui en avez parlé? Oui, j'ai essayé d'en parler avec lui. Il m'a toujours décliné que c'était pas vrai. Jusqu'au jour où il m'a dit que c'était vrai, mais c'était pas mes affaires, que lui avait sa vie, que moi j'avais la mienne, qui m'embêtait pas, que moi je l'embêtais pas et que c'était comme ça et puis c'était tout. Alors, vous nous direz un peu plus tard si cette nouvelle vous a aidé à tourner définitivement la page de cette relation. Bonjour Céline. Votre mariage a également pris l'eau après plusieurs dizaines d'années de vie commune, mais contrairement à Adélaïde, c'est vous qui avez quitté le domicile conjugal et pourtant, cette rupture n'a pas été simple à digérer. Pour quelles raisons êtes-vous partie? Je suis partie parce que, en fait, Thierry était agressif. Verbalement, physiquement, il m'a agressée dans le sens où il me bousculait. Et notre couple, comment dirais-je, ça n'allait pas du tout. Alors, avant de faire vos valises, donc vous avez supporté pendant de longues années ce comportement agressif de votre époux. Et puis à un moment où il a vraiment commencé à déraper, c'était quand précisément ? En fait, ça a duré à peu près 20 ans. Et un jour, il a eu un geste un peu plus douloureux, on va dire. Il m'a attrapé par le cou. Et là, j'ai dit stop. Je suis partie. J'ai pris un studio. Et je suis allée m'installer dans ce studio. Mais je n'ai pas rompu le lien complètement dans le sens où je retournais à la maison, parce que je n'avais pas pu prendre mes fils avec moi. Je retournais à la maison où je leur faisais à manger, je faisais le ménage. Et avant qu'il arrive, bien entendu, je partais. Je partais pour ne pas le voir, pour ne pas le croiser, pour ne plus... Ça a duré combien de temps, cette situation ? Ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans. Comment il réagissait, lui ? Je pense qu'il était malheureux, mais pour moi, c'était plus possible. C'était trop dur. Alors, pourtant, vous avez réalisé que tout n'était peut-être pas totalement terminé entre vous. Non, en fait, il s'avère qu'un soir, mon studio, j'ai feuilleté un petit peu les albums photos et je suis tombée sur une lettre. Une lettre qu'il m'avait écrite où il me dit dessus « Tu n'auras plus jamais peur de moi, ça ne se reproduira plus. » Il battait sa coupe, comme on dit. Tout à fait. Donc vous êtes parvenu à quelle conclusion ? Je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer à nouveau. Sur cette entrefaite aussi, j'ai eu une intervention avec une substitution de cancer de thyroïde. Donc voilà, j'étais pas très bien non plus.
Donc, après mon intervention, je suis retournée à la maison. Je suis retournée vivre... En espérant qu'il changerait? En espérant que la lettre qui m'est écrite soit... Il avait changé? Alors, physiquement, j'avais plus d'agression, enfin, j'avais plus, il me bousculait plus. Mais malheureusement, non. Ça... Aussi violent verbalement? Verbalement, oui, on va dire que verbalement, toujours. Mais physiquement, plus. C'est ça, à ce niveau-là, c'était terminé. Mais ça n'a fait que s'aggraver. D'autant plus que pendant 4 ans, il a dormi de son côté, moi du mien. Donc je pense que... Donc là, aujourd'hui, vous dormez plus ensemble? En fait, Vous n'avez plus de rapport sexuel? Pendant ces 4 années, là où je suis partie, non. Et là, aujourd'hui, vous êtes revenus, vous vivez à nouveau ensemble? Non. Je me suis séparée une première fois. Je suis revenue à la maison. Oui. Je suis restée 3-4 ans à la maison et je suis repartie à nouveau là. Là, actuellement, on est séparés. On se voit, mais on est séparés. Depuis combien de temps vous êtes séparés? Ça va faire 2 ans, à nouveau. Et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Je suis perdue, dans le sens où on se revoit encore, et il a totalement changé. Ce n'est plus le même homme. Comment vous en êtes sûre? Comment vous pouvez en être sûre? J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre, justement. C'est là où je me dis, je sais pas. Je sais pas si je pourrais recommencer ma vie avec lui. Je pense pas. Il a changé parce que vous n'êtes pas ensemble au quotidien non plus? On se voit. On est amené à se voir par rapport aux enfants. Alors, il y a quand même un événement particulier qui vous a rapproché. Lequel? Tout à fait. Il s'avère que mon fils, au mois d'avril, le 1er avril 2012, a failli mourir. Et il a pris un coup de couteau sur l'artère fémorale et il a été dans le coma pendant 15 jours. Et de ce fait, en tant que parent, ça nous a rapprochés. Ce qui fait que j'ai pas pu rompre le lien complètement. Par rapport à ça, on se revoyait déjà. Donc, voilà. Mais c'est vrai. Vous dites que depuis, il a changé, il a entamé une métamorphose. Tout à fait. Qu'est-ce qui a changé? Oh là là. Déjà, dans un premier temps, ça a été l'intonation, la façon dont il avait de me parler. Sa voix était différente. Ça a commencé par là. Quand je m'exprimais, quand j'essayais de lui expliquer quelque chose, il me laissait aller jusqu'au bout de mes explications. Parce qu'auparavant, ce n'était pas possible. Le dialogue était complètement impossible. C'était des disputes, c'était des cris. Ça a commencé comme ça. Le dialogue a pu s'installer entre nous, déjà dans un premier temps. Par la suite, ça a été des petites attentions, notamment, voilà, cette chaîne. Ça a été des fleurs. Il venait me rendre visite pour manger avec nous, avec les enfants. Un bouquet de fleurs. Il sait que je suis gourmande des petites pâtisseries. Donc voilà, vous avez l'impression... Quelle est votre impression? Qu'il essaie de vous séduire à nouveau? Qu'il essaie de revenir? Qu'il essaie de vous amadouer? Je pense. Tout ça est accompagné d'explications, de déclarations? D'explications. Oui, il me dit que le passé, c'est le passé. Et qu'à nouveau, il essaie de faire en sorte qu'on puisse renouer. Mais moi, mon problème à l'heure actuelle est que j'ai peur, dans le sens où mon passé est assez lourd avec lui, parce que bon, il y a eu pas mal de conflits, il y a eu pas mal de... Et je me dis qu'il est comme ça à l'heure actuelle, parce qu'on est séparés. Mais est-ce que si on revivait sous le même toit, ça ne recommencerait pas? C'est toute la question. Alors, jusqu'où cet homme est-il capable d'aller pour vous reconquérir? Eh bien, on va lui demander. Je vous propose de lui poser directement la question, puisqu'il est avec nous. Accueillons Thierry. Thierry,
qui a le courage, en tout cas, de venir sur notre Tout à fait. plateau. J'imagine que vous appréciez le fait Tout à qu'il fait. soit là. Tout à fait, je pense que ça aussi, je pense que ça peut être une preuve aussi. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, C'est Thierry? ce que j'allais dire. Ouais, je veux lui prouver que j'ai mon amour. Voilà, je suis là aujourd'hui pour ça. Vous avez changé? Oui. Est-ce qu'on peut vraiment changer? Au fond, peut-être pas, mais en faisant des efforts, on arrive à réguler pas mal de choses. Pourquoi vous pour avez aller dans le bon changé? sens. J'ai changé parce que tous ces événements, elle m'a fait comprendre beaucoup de choses, le fait de partir, le fait Comment vous avez vécu son premier départ? très mal. Je m'y attendais parce qu'on en parlait souvent. Un jour, elle est partie, on se retrouve tout seul. Et là, on se dit... Vous comprenez pourquoi elle est partie? Oui, tout à fait. Elle avait des raisons de partir? Oui, bien sûr. Bien sûr. On s'est connus de tout petit, il y a toute une histoire qui dure depuis longtemps, très longtemps. Merci de faire référence au titre de notre émission. Et voilà, ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Donc, par son départ, par sa façon de me prouver que ça n'allait pas, il a fallu que je fasse des efforts. Et je pense en avoir fait et je peux en faire encore beaucoup. Et voilà, donc, si vous voulez, je me suis retrouvé donc, tout seul, face à moi. Et il a fallu que je change beaucoup de choses et je suis... Qu'est-ce qu'on se dit quand on se retrouve face à soi? Parce qu'en fait, on se pose beaucoup de questions, on essaie de comprendre ce qui ne va pas. Vous avez essayé de comprendre pourquoi vous étiez agressif comme ça? Oui. D'où ça venait? Oui, tout à fait. Mais je le savais depuis toujours, j'ai toujours su pourquoi. Vous avez vous-même été victime de parents agressifs? Et voilà, je viens de la DAS. Donc j'ai pas eu peut-être tout l'amour qu'il fallait, j'ai pas bien compris comment, dès le départ, ça fonctionnait. Et parce que souvent c'est inné, quoi. Moi je l'avais pas. Et vous êtes peut-être dit qu'elle méritait pas. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et puis quand on vit l'épreuve de la douleur de voir son enfant entre la vie et la mort, j'imagine que là... oui. Là, on se dit qu'il y a des choses importantes dans la vie, mais surtout la famille, surtout les enfants, et bien sûr notre épouse, quoi. Quelqu'un vous a aidé dans ce travail de remise en question? Alors, ce que j'ai fait, c'est quand je me suis retrouvé tout seul, les week-ends, c'est très dur. Alors, la semaine, on travaille. Les week-ends, on est tout seul, on pense à ce qu'on pourrait faire pour changer. Et par le biais du sport, je fais beaucoup de ballons, de football. Et j'ai pensé, peut-être, par le biais de l'arbitrage. Donc, j'ai passé l'examen d'arbitre. Ça m'occupait le week-end. Vous êtes défoulé sur les joueurs? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est plutôt l'inverse. Ouais. Et justement, c'est ce qui m'a apporté cette réflexion sur soi, prendre du recul sur les événements. Et justement, d'être moins impulsif, moins agressif, et réfléchir sur un peu ce qu'on pourrait changer pour retrouver Céline. Jusqu'où vous seriez prêt à aller pour elle? Je pense que les choses sont naturelles. Aller d'être toujours à l'écoute, déjà, c'est notre problème, d'être toujours à l'écoute. Pour moi, notre couple, c'est un peu comme des jumeaux. Les jumeaux, ils sont inséparables, on dit. Hein. Ils peuvent être d'un côté et de l'autre côté du monde. Et quand je suis séparé de Céline, ça ne va pas. J'ai l'impression d'être d'un pôle à l'autre de la Terre. Et j'ai besoin d'être rapproché, d'être avec elle. Et je suis prêt à aller très loin. Pour être avec elle? Oui. C'est-à-dire? Abandonner déjà l'arbitrage. Ça paraît simple pour certaines personnes, mais moi, c'est mon hobby. Enfin, elle doit se dire, s'il abandonne ça, il va redevenir agressif, parce que là, ça lui permet de prendre du recul. Non, parce que ça, c'est acquis. Ça, c'est un truc comme ça. C'est Pourquoi acquis. c'est acquis? Comment elle peut en être sûre? Ça fait 8 ans que j'arbitre. Ça fait 8 ans que je vois l'évolution. Je l'écoute, alors qu'avant, je l'écoutais un peu moins, voire des fois pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je suis à son écoute et je la comprends. Je veux lui faire plaisir. Parce que Céline, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça me touche énormément. Ça me touche énormément, ce qu'il dit. D'un regard amoureux, en tout cas. Hein.
Je suis experte en regard amoureux, vous pouvez me faire confiance. Je pense, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas et c'est ce qui me fait douter à l'heure actuelle. À savoir, justement, l'homme qu'il est là, devant vous, l'homme qu'il est là actuellement, est-ce que ça sera toujours comme ça? J'ai peur que mon passé me rattrape, en fait. Là, je suis divisée en deux. Alors, attention, parce que moi, je sais ce que Frédéric va dire. Est-ce qu'on peut changer, Frédéric? Heureusement. Ah. Sinon, déjà, moi, je ne servirais à rien. Ça voudrait dire qu'en faisant un travail sur soi, on ne peut pas évoluer. Est-ce qu'elle aurait raison de lui donner une troisième chance? Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on peut changer, mais on ne change pas pour quelqu'un. On change pour soi parce qu'on a compris que certaines de nos attitudes, elles nous desservent et elles peuvent nous amener aussi jusqu'à perdre les gens qu'on aime. Et d'accepter que ça ait cette conséquence-là et que peut-être vous ne la récupérerez pas. C'est ce qu'il a l'air de faire quand même. Oui, mais c'est accepter aussi que ça prenne du temps pour restaurer la confiance. Parce que là, on sent qu'elle n'est plus en confiance. Et à juste titre, il y a eu des choses graves entre vous. Visiblement, il y a eu du non-respect, il y a eu de la violence. Donc ça, il ne faut pas le banaliser. Ça laisse des traces dans la relation. Moi, je travaillais toujours avec des couples où il y a eu de la violence. Ça prend du temps. Donc il faut accepter que pour qu'elle revienne vers vous, éventuellement un jour, ça prendra du temps. Et ce n'est que dans ce temps que ça prend qu'on peut restaurer la confiance en l'autre. Hein, c'est facile d'abîmer la confiance, mais ça prend du temps de la restaurer. Et il faut que vous réfléchissiez, vous, Céline, à des choses, des demandes que vous pourriez lui formuler pour vous sentir plus en confiance. De quoi vous avez besoin pour restaurer cette confiance? Mais en permanence, on discute énormément. D'ailleurs, il a pour réflexion de me dire « tu ne sais pas prendre de décision ». Je suis incapable de prendre une décision à l'heure actuelle. Eh bien, respectez-vous, écoutez-vous. Je suis incapable. Mais vous avez le droit. Voilà, il me demande de trancher. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, il a son appartement, j'ai le mien. Et il me dit « je suis prêt à quitter mon appartement, à tout quitter pour te rejoindre ». Mais à l'heure actuelle, je n'arrive pas à lui dire laisse ton appartement, viens vivre avec moi. Je n'arrive pas à trancher. Eh bien, ça veut dire que ce n'est pas le moment, c'est trop précipité encore. Et que ça, c'est une preuve d'amour que de dire je peux attendre aussi que tu sois prête. Oui, ça, c'est vraiment une manière de lui prouver qu'elle peut vous faire confiance à nouveau. Si vous êtes capable d'attendre le temps que ça prenne pour elle de restaurer cette confiance. Donc là, vous avez un moyen de tester cette confiance. Et je ne suis pas sûre que d'abandonner votre passion, ce soit une solution non plus. Alors, je vais abandonner ma passion. Si on doit se remettre ensemble, ça ne pourra pas le faire parce que les week-ends, j'aurai autre chose à faire. C'est le cas de le dire. Je n'avais plus besoin d'aller sur les stades. Oui, mais ça fait partie d'un équilibre de vie aussi, d'avoir des activités en dehors de la relation et de ne pas se relancer bille en tête que sur la relation, parce que c'est ça qui fait qu'on est épanoui dans sa vie et qu'on a des moyens à certains moments d'évacuer des tensions qu'on peut éprouver dans son couple. Et l'équilibre vient de là. Alors peut-être d'aménager ça pour que ça vous prenne moins de temps, mais pas de supprimer des choses qui vous font du bien. En fait, c'était ma demande. D'accord, ok. J'avais pas entendu que c'était votre demande. Non, c'était ma demande dans le sens où, justement, il ne m'a jamais accordé de temps. Okay. Pour moi, il ne m'a... Voilà, c'était le néant dans notre couple. Et je me dis que maintenant que nos enfants sont grands, éventuellement, dans l'hypothèse, je persiste, oui. On pourrait réapprendre. En fait, j'aimerais qu'il me réécrire mon histoire. J'aimerais que si on doit repartir, ce soit pas une idylle, parce que ça, c'est pas possible, mais réécrire quelque chose, mais quelque chose de beau. Pas quelque chose de malsain. L'écrire sur de nouvelles bases. C'est possible, ça, Frédéric, de réécrire une histoire sur d'autres bases? On ne peut pas réécrire son histoire. L'histoire que vous avez eue, elle est là. Donc je pense qu'il faut guérir vos blessures.
dans un premier temps, mais ça va. Et écrire une autre page de l'histoire de ce couple qui sera différente sur de nouvelles bases, mais réécrire, effectivement, on ne peut pas. Bon, à méditer, tout ça. On va donner la parole à Alexandre. Bonjour. Pour quelle raison êtes-vous parmi nous aujourd'hui? Pardon? Pour quelle raison êtes-vous parmi nous aujourd'hui? Alors, je suis parmi vous tout simplement pour faire comprendre que j'ai de très grosses difficultés à oublier mon ex-ami. J'ai toujours tendance à dire mon ami parce que dire ex-petit ami, ça sous-entend que pas mal de choses et pour moi c'est toujours mon ami. Donc je suis ici pour expliquer que j'ai beaucoup de mal à l'oublier, quoi. Quel sentiment avez-vous éprouvé en la voyant pour la première fois? Le sentiment que j'ai eu, c'est en rentrant dans un restaurant, coup de foudre, mais direct, partagé, mutuel. Je suis rentré dans le restaurant, pas forcément gai, enfin, des fois, bon. Et je suis ressorti tout à fait avec un sourire jusqu'aux oreilles parce que je pensais avoir rencontré, et je me le suis dit pendant X temps que j'avais rencontré la femme de ma vie. C'était il y a combien de temps? Que nous sommes restés ensemble. Non, c'est que vous l'avez rencontré quand? Il y a combien de temps? Il y a 6 ans et demi de ça. Au bout de combien de temps vous êtes-vous installés ensemble? On va dire 6 mois et demi. Ouais. Contre l'avis de beaucoup de monde d'ailleurs, mais on l'avait fait parce qu'on s'aimait. Pourquoi contre l'avis de beaucoup de monde? Parce qu'au bout de 6 mois et demi, par exemple 6 mois, pour arrondir, on sous-entend que c'est peut-être trop tôt. En tous les cas, c'est l'avis qu'on nous a donné. Et nous, on n'a pas écouté l'avis des autres. On s'est écouté soi-même, en fait, nous-mêmes. À quel moment les premières difficultés sont apparues dans votre couple? Alors, c'est apparu au moment au niveau du décès de mon père, il y a 3 ans de ça. Extrêmement éprouvant dans la manière dont je l'ai appris. Donc, du coup, sans le vouloir, je n'ai fait que penser à la mort de mon père, donc à l'image de mon père, et uniquement à mon père. Ce qui veut dire que l'à côté, ce qui était en fait le plus important pour moi, donc mon ami, je l'ai plus ou moins négligé, délaissé en fait. Longtemps? Non, il y avait toujours des intentions amoureuses, il y avait toujours, mais beaucoup moins, et c'est ce qu'elle me reprochait de temps en temps, mais elle me disait, je comprends par ce que tu traverses, et donc on va être patient, pas de souci. Et... Ça se traduisait comment, cette négligence? Elle n'était pas flagrante, mais moins d'attention. J'avais pour habitude, par exemple, tout le temps, régulièrement, de lui mettre des petits mots comme elle travaillait tout le matin, un petit mot dans le micro-ondes, enfin, partout où je savais où elle allait mettre, où elle allait dans la maison. C'était, par exemple, lui faire une surprise, ne pas attendre les fêtes de Noël ou les fêtes d'anniversaire pour lui offrir un cadeau, une fleur, un restaurant, voilà. Ça lui plaisait. Et puis à ce moment-là, plus ce genre d'attention. Ça lui plaisait, ça me plaisait de l'avoir heureuse, donc tout allait très bien. Et c'est vrai qu'au moment, au décès de mon père, c'était involontaire, bien évidemment. Et puis, il y a quelques mois, il y a 6 mois exactement, vous avez commencé à percevoir des changements dans son comportement à elle. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Disons qu'au bout de 6 mois, elle m'a... disons, sous-entendait qu'elle avait rencontré quelqu'un sur son lieu de travail. Elle vous en a parlé? Alors, elle m'en a parlé, mais elle m'a rassuré tout de suite, directement, pour me dire que ça n'allait pas plus loin, que c'était juste une belle rencontre. Je suis un homme, étant de nature jalouse, enfin, normal, hein, je veux dire, on parle de la femme de ma vie, donc je dis, écoute, si ça va pas plus loin, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Donc, mais n'empêche que, l'ayant su, ça a, trotté un petit peu dans ma tête, et ça trotte toujours dans ma tête. Maintenant... Est-ce qu'elle avait changé de comportement? Est-ce
Elle était plus distante? Est-ce qu'elle vous repoussait? Disons qu'avec le fait que je la délaissais plus ou moins, avec le fait que je ne m'apercevais pas de beaucoup de choses en fait. Donc ça se manifeste... Non, en fait, pour être... non, elle n'a pas été super distante, pardonnez-moi, mais elle a été... non, en fait, elle a été humble, elle n'a rien dit de... Elle ne l'a pas fait paraître, en fait, elle l'a caché, j'oserais dire. Puis un jour, elle vous a annoncé qu'elle partait. Qu'elle partait... Elle vous a dit qu'elle partait pour quelqu'un? Non, en fait, je ne sais toujours pas pourquoi elle est partie. Enfin, les raisons qu'elle stipule, ce sont pas de sentiments, plus de sentiments, pardonnez-moi. Elle vous dit qu'elle n'a plus de sentiments pour vous? Oui. Donc vous savez. C'est assez ambigu parce qu'après, bon, elle revenait sur sa décision. Après, elle disait qu'elle était complètement perdue, qu'elle ne savait pas où elle en était. Donc je lui disais, écoute, si tu as besoin de temps, je veux dire, moi je suis l'aimant vraiment comme un fou, j'étais prêt à lui accorder le temps qu'il lui fallait. Je veux dire, je ne pouvais pas la forcer de m'aimer absolument, mais en même temps, si elle avait besoin de temps, elle avait tout le temps ce dont elle avait besoin. 2 mois après son départ, elle est revenue s'installer avec vous, Oui. pour, pendant 1 semaine. Que s'est-il passé à ce moment-là? Comment ça s'est passé cette semaine? Alors, pendant 1 semaine, ça s'est merveilleusement passé. Dans un premier temps, bon, on se cherchait un petit peu parce que, en fait, elle était venue sous prétexte parce que sa mère habitant. Quand on s'est séparés, elle était revenue habiter chez sa mère, mais quand elle est revenue pendant la semaine, elle en a profité que sa mère parte. Excusez-moi. Elle en a profité d'aller, elle a profité des vacances de sa mère pour venir. D'où la semaine, on a essayé pendant 1 semaine de se revoir, de se reconnaître, mais 1 semaine c'est beaucoup trop court. Toutefois, on en a profité. Et oui, ça s'est merveilleusement bien passé. Merveilleusement, c'est-à-dire vous êtes retrouvés? On s'est retrouvés. On a eu forcément des explications. Je veux dire, elle m'a avoué ses torts, je lui ai avoué les miens, elle m'a dit mes torts, je lui ai dit les siens. On s'est expliqué, mais tout à fait normalement, convenablement. Mais vous avez retrouvé une intimité? Oui. Et depuis, vous en êtes où, tous les deux? Depuis, silence radio, plus rien. C'est-à-dire qu'elle est repartie? Elle est repartie suite à la fin de cette semaine, merveilleuse semaine. Elle a revu sa maman, enfin du moins son entourage familial. Et quelques jours après, on avait décidé en fait de prendre un rendez-vous avec un psychothérapeute pour couple, parce qu'on voulait quand même avoir des réponses. Mais juste avant le rendez-vous, elle m'annonçait que c'était fini. Donc, effet yo-yo, donc elle vient 1 semaine, tout se passe bien, elle dit on va recommencer, t'inquiète pas. Elle retourne dans son entourage familial. Est-ce que vous avez essayé de reprendre contact avec elle? Tous les jours. Alors, parcimonie, mais tous les jours quand même. Toutes les semaines. Pas? Rien du tout, rien du tout. Alors, vous êtes retourné vivre chez vos parents, vous nous direz comment vous vivez cet éloignement et ce silence. On va devoir se séparer de Céline et de Thierry qui vont devoir prendre un train, je crois, donc ils doivent nous quitter prématurément. On vous souhaite bien que Frédéric et les réponses qu'elle vous a apportées vous permettent de réfléchir et d'avancer dans votre problématique de couple. Merci en tout cas d'être venu nous voir. On se quitte en regardant quelques messages de la rédaction et on revient juste après. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous attendez un enfant et vous détestez les effets secondaires liés à la grossesse. Depuis que vous êtes enceinte, vous avez du mal à changer vos habitudes. Vous avez hâte d'accoucher. Votre première grossesse s'est tellement mal passée que vous hésitez à avoir un autre enfant. Votre femme ne supporte pas d'être enceinte et vous souffrez de la situation. Vous détestiez être enceinte, mais finalement, votre dernière grossesse vous a fait changer d'avis. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Après l'assassinat de son père, Zem était tombé dans la délinquance. Jusqu'où vous êtes allé? J'ai été jusqu'en prison. Mais
Mais grâce à la musique, il avait pris un nouveau départ. Je suis en train d'enregistrer un 3e album qui est intitulé Private Sessions. Un an après son passage dans Toute une histoire, la carrière de Zem a décollé, notamment grâce à une de nos téléspectatrices qu'il nous présentera tout à l'heure. Je me suis dit, moi, quand j'étais petit, que je ferais ça. Et ça s'est fait. Well, I know you feel the bender of the prominent surrender of your love and God above. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez été victime de violences conjugales et après avoir porté plainte, votre conjoint a été condamné. Tout le monde pensait que vous formiez un couple heureux et uni. Pourtant, vous étiez victime de violences conjugales depuis des années. Après avoir longtemps gardé le silence, vous avez finalement osé parler grâce au soutien d'un voisin, d'un ami ou d'un travailleur social. Vous avez aidé une femme à mettre un terme aux violences conjugales dont elle était victime. Il vous est arrivé d'être violent avec votre femme et vous vous êtes fait soigner pour vous débarrasser de vos pulsions et sauver votre couple. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Nous sommes de retour sur le plateau de Toute une histoire en compagnie d'invités qui, malgré les années, n'arrivent pas à tourner la page d'un amour qu'ils pensaient éternel. Que l'on quitte ou que l'on soit quitté, comment tirer un trait sur la personne que l'on a aimée et que l'on aime encore? On va avancer avec la deuxième partie de notre émission, marquée au fer rouge. Et c'est Adélaïde qui va nous raconter la suite de son histoire. Au moment de votre divorce, vous avez eu la confirmation de la bouche même de votre mari qu'il aimait une autre femme et qu'il allait bientôt avoir un enfant avec elle. Vous étiez dans quel état psychologique à ce moment-là? Très très dur. Déjà de le voir partir, c'était déjà difficile, mais et savoir après qu'il allait avoir un enfant, alors que les nôtres étaient déjà grands et qu'on avait déjà un petit-fils, je me disais, il était fou, quoi. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu te rends pas compte, quand ton enfant aura 20 ans, quel âge que tu auras? Et il m'a fait comprendre que c'était pas mon problème, que lui, il m'embêtait pas et moi, je vais pas l'embêter. Donc, ça a été très, très, très difficile. Alors, les faits remontent à un peu plus d'1 an. Est-ce que depuis, vous avez revu votre ex-mari? Oui. À quelle occasion? On le voit aux anniversaires de nos enfants. Au fête de fin d'année l'année dernière, on s'est revus. À l'anniversaire de notre petit-fils en commun. Et ben, à chaque fois que je le vois, j'ai un pincement au cœur. Alors, il y a quelques mois, vous avez même tenté le tout pour le tout. Oui, je suis allée le voir et je lui ai demandé de revenir vivre avec moi. Et donc, il m'a fait comprendre, il m'a dit que même si ça n'allait plus avec la femme avec qui il était, même s'il avait un enfant, il ne reviendrait plus vers moi. Donc, il fallait que je tourne la page et que je refasse ma vie. Et alors? Et alors, ben, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est gagné, parce que ben, j'ai encore des points au cœur quand je le vois, mais j'essaye d'oublier. Mais c'est très difficile. Oublier, je ne sais pas si c'est une bonne idée, on ne peut pas oublier, non, mais d'avancer, on va dire. Pas oublier dans le sens d'oublier, parce que ben, on ne peut pas oublier 30 ans de sa vie comme ça et tourner d'une page... Une page comme ça. Ça ne sert à rien d'oublier, au contraire, il faut tirer des leçons d'une expérience pour pouvoir avancer peut-être. Oui, mais c'est très dur. C'est d'autant plus difficile que ce n'était pas votre désir donc, et que vous n'avez pas eu le temps de vous préparer à cette idée. Ça a été brutal, donc déjà il faut digérer le choc. Et c'est un deuil à faire, le deuil de cette relation qui a duré 30 ans, qui est vraiment une partie de votre vie, une tranche de vie, qui a une autre tranche à écrire et à peut-être retourner vers des projets plus personnels qui vous permettent de vous décentrer de ce que fait cet homme et de la nouvelle vie qu'il construit. Parce qu'on a l'impression que vous êtes encore très focalisé sur ce qu'il fait lui, plutôt que de revenir à vous et de repenser à des projets pour vous, de faire des activités pour vous, pour prendre soin de vous. Parce que c'est difficile à vivre une séparation comme celle que vous avez vécue. Donc il faut prendre soin de soi, c'est important. Faire des choses qui nous font plaisir, se coucouner.
Mais c'est vrai, c'est important dans ces situations-là. C'est suffisamment douloureux à vivre pour ne pas s'en rajouter en plus en étant centré sur lui et sur ce qu'il fait. Ça ne peut que vous faire souffrir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Me faire plaisir, il y a beaucoup de choses. Lui, il ne reviendra jamais plus, donc je sais, il faut que je tourne ma page. Je suis contente de voir mes enfants. Je voudrais que mes enfants soient heureux parce que ils ont le conflit quand même entre moi et leur papa. Donc, je me dis, est-ce qu'ils me voient que je galère? Donc, ils ont du mal à avancer et je le comprends tout à fait. Mais moi, je voudrais essayer de tourner la page, peut-être un jour rencontrer quelqu'un et puis refaire ma vie. Mais je ne sais pas si je suis vraiment prête pour le moment. Vous n'avez rencontré personne depuis qu'il est parti? Non. Jamais rien? J'ai vu des hommes, mais pour moi, ces hommes-là ne m'intéressaient pas du tout. Est-ce que vos enfants, ils ont certainement envie de vous voir épanouie? Oui, bien sûr. Concrètement, Frédéric, comment on peut faire le deuil d'une relation qui a marqué les 2/3 de sa vie? Concrètement, c'est ça, c'est accepter que ça prend du temps. C'est pas forcément considérer que le chagrin qu'on ressent soit pathologique, parce que c'est normal d'avoir du chagrin, c'est normal d'avoir du mal à tourner cette page. Il faut, je l'avais dit une fois, mais c'est vraiment important, je le répète, c'est compliqué de passer du nous au je. Donc c'est se retrouver soi, c'est comprendre ce qui s'est passé dans cette relation, c'est avoir des nouveaux projets justement pour trouver un nouvel élan, pour mettre d'autres choses dans sa vie, parce que ça laisse un vide, c'est une réalité, c'est être entouré, c'est profiter de ses amis, des amis qu'on a peut-être délaissés, c'est faire une nouvelle activité, c'est très important, que ce soit un nouveau projet professionnel, ça peut être une formation, ça peut être faire un loisir qu'on avait toujours rêvé de faire et qu'on n'avait pas eu l'occasion de mettre en œuvre. Les nouveaux projets, c'est très important parce qu'il y a une blessure. Dans l'image de soi, on se sent abandonné, donc c'est important de restaurer une bonne image de soi, et ça passe par faire de nouvelles expériences. Et nouvelles expériences, qui dit nouvelles expériences, dit nouvelles rencontres, dit nouvelles activités, donc ça c'est vraiment important. Est-ce qu'il vaut mieux maintenir un lien ou rompre définitivement? C'est vraiment important. Une séparation, ça doit être effectif. Et qui dit une séparation effective dit rompre le lien. Après, quand les blessures se sont refermées, quand il y a moins de souffrance, quand il y a moins de ressentiment, quand la colère a disparu, quand le chagrin a disparu, on peut devenir amis ou pas. Il n'y a pas d'obligation à devenir ami avec ses ex. Après, voilà, si la souffrance en lien avec cette histoire a disparu, on peut devenir ami. Mais il faut vraiment respecter ce temps de séparation, ne pas s'occuper de ce que fait l'autre, ne pas chercher à savoir ce que devient sa vie. Moi, je vois beaucoup de gens rester en contact sur les réseaux sociaux et ils voient des photos de la vie de l'autre. On se fait souffrir avec ça. Faut arrêter ça, il faut couper le lien. Même si ça fait mal sur le moment, après on se rend compte qu'on est capable de survivre à une séparation et de faire de nouvelles choses. Et c'est très important, et je pense à Coralie en disant ça. Alexandre, vous nous racontiez tout à l'heure que malgré tous vos appels, vos messages, votre ex-petite amie ne vous donnait plus aucun signe de vie. Est-ce que vous vous sentez capable aujourd'hui de tirer un trait sur cette histoire? Très honnêtement, non. Non, pour la simple et bonne raison, c'est que quand j'ai appris la séparation, je suis rentré, en plus, en tenant compte du décès de mon père, je suis rentré dans un contexte dépressif assez important, puisqu'au mois de juillet de cette année, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai essayé par tous les moyens de m'expliquer avec elle pourquoi elle était partie. Elle n'a jamais voulu rien savoir. Maintenant, elle revient la fameuse semaine où tout se passe bien. Et puis maintenant, silence radio. Donc moi, je ne sais pas sur quel pied danser. J'ai forcément des torts dans cette histoire. Enfin, oui, je pense que j'ai des torts dans cette histoire. Mais maintenant, à partir du moment où je demande des explications, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Il y a une petite voix qui me dit que je dois quand même respecter sa forme de... Enfin, son silence, parce que quelque part, ça peut être reconstructible, enfin, de son côté, bénéfiquement. C'est pour se reconstruire elle-même, peut-être parce qu'elle veut
Mais voilà, j'ai d'énormes difficultés à oublier tout ça, et c'est surtout d'énormes difficultés à accepter ce silence radio total. Alors, vous total. continuez à envoyer des messages? Des messages régulièrement, ouais. C'est-à-dire régulièrement? Un message sur le répondeur, je vais dire une fois par semaine, minimum, Ouais. quand si ce n'est plus. Et vous lui dites quoi? Je l'invite quand même à peut-être à outrepasser sa volonté de ne plus parler, c'est-à-dire de faire l'effort de communiquer. Alors, dans un premier temps, de parler de choses et d'autres, de la vie de tous les jours, et puis au fur et à mesure, puis, de me parler, quoi. Mais rien que le fait de l'entendre, moi, ça me ferait plaisir. Vous êtes capable de faire des kilomètres pour tenter de l'apercevoir? C'est pas des kilomètres, je suis capable de faire des milliers et des milliers de kilomètres pour la rejoindre. Je serais même capable de tout chambouler, de tout faire pour être auprès d'elle. Ouais. Déplacer des montagnes, décrocher la lune, si on peut parler comme ça. Frédéric, est-ce qu'il a raison de continuer à laisser des messages? Est-ce que dans ce genre de situation, il vaut mieux pas respecter le silence de l'autre? C'est-à-dire que le silence veut dire quelque chose. Quand vous lui demandez de s'expliquer, de communiquer, elle reste dans le silence. Donc à un moment donné, il faut lâcher. Parce que si vous ne lâchez pas, vous vous accrochez à un espoir qui peut être vain et vous n'entendez pas qu'il y a quelque chose qui est dit dans ce silence. Et elle vous a dit des choses malgré tout. Peut-être c'est difficile de les entendre. Elle vous a dit qu'elle n'avait plus de sentiments pour vous. Donc ça, c'est pas anodin non plus. C'est important que vous en teniez compte. Elle n'a plus de sentiments, certes, mais elle est souvent revenue sur sa décision. C'est-à-dire qu'elle réfléchissait, puis finalement, elle ne savait pas ce qu'elle disait ou elle ne savait pas où elle en était. Donc moi, j'étais complètement perdu. Je suis tout à fait d'accord avec vous, où effectivement, à un moment donné, il va falloir que je me rende à l'évidence, voire peut-être de lâcher l'affaire, si je peux m'exprimer ainsi. Mais voilà, moi, je l'aime, quoi. Je veux dire... Maintenant, et pour terminer, j'ai toujours dit... on ne peut pas obliger quelqu'un à je ne aimer. l'oblige pas. Si elle n'a plus de sentiments, elle n'a plus de sentiments. Et surtout, une relation, c'est à deux. Effectivement, on peut aimer quelqu'un, mais à un moment donné, c'est important d'être dans la réalité et de dire, voilà, même si moi j'ai décidé que c'était la femme de ma vie, si elle n'est pas là, il faut que je réalise à un moment donné ce qui se passe. Sinon, je suis dans une forme de déni de la réalité, justement. Et qui ne peut que vous faire souffrir, continuer de vous faire souffrir à terme. Parce qu'encore une fois, une relation, ça se construit à deux, pas tout seul. Mais oui. Peut-être. Maintenant, les messages que je lui envoie, c'est surtout, par exemple, lui parler comme si il n'a rien été. Non, pas exactement, mais je ne lui demande pas de revenir absolument. Je lui parle, aujourd'hui, j'ai fait telle ou telle chose, voilà. Et puis je lui dis, écoute, bonne journée, prends soin de toi. Oui, c'est tout. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que je souhaite... intérieurement, je souhaite évidemment qu'elle revienne. Mais j'ai toujours dit que je respecterai, quoi qu'il arrive, son choix, mais au moins qu'elle reprenne contact, qu'elle me le dise. Parce que si là, elle ne le fait pas, vous allez faire quoi? Je continuerai désespérément à espérer. Mais à un moment donné, oui. Grandir, c'est aussi réaliser que voilà, une relation, ça se construit à deux et que si je mets toute cette énergie à construire une relation tout seul, je ne peux que continuer de me faire souffrir. C'est ça qui est important pour moi de vous faire comprendre, c'est qu'en ayant cette attitude, vous allez vous faire souffrir. Parce que vous allez maintenir un lien qui n'existe plus pour l'autre. Puis vous êtes toujours dans l'attente et, oui. Et c'est souffrant, comme dirait Frédéric, d'être confronté au silence. Donc vous plongez systématiquement dans une situation qui vous fait souffrir. Absolument. Et puis je pense qu'il y a aussi une certaine idéalisation de cette relation parce que vous étiez en relation avec cette personne, vous vivez le décès de votre père. C'est sûr que dans ces moments-là, on n'est plus disponible pour avoir tout un tas d'attention pour l'autre. Et que si c'est la femme ou l'homme de ma vie, il va être présent pour me soutenir dans ce passage et le traverser ensemble. Quand on vit un deuil, on ne peut pas être youpi disponible pour forcément, effectivement, et c'est normal quelque part à un moment donné d'être dans sa tristesse, d'être dans son deuil et de ne pas forcément être disponible pour la relation. Si dans des épreuves comme ça, vous ne pouvez pas être dans le soutien mutuel, qu'est-ce qui va en être des autres épreuves de la vie? Je ne suis pas convaincue que ce soit la femme de votre vie.
Vous avez plaqué cette idée sur cette personne, donc à un moment donné, faire ce travail d'acceptation que la relation soit finie, c'est aussi sortir de cette idéalisation. Pas forcément la bonne personne pour vous. Mais pourquoi vous êtes là aujourd'hui? J'étais là principalement pour avoir des réponses. J'en ai quelques-unes. Voilà, merci. J'étais là surtout oui, pour avoir des réponses, pour avoir... Tant mieux, si vous en avez quelques-unes, c'est déjà super. Oui, voilà, je ne suis pas d'ici en tous les cas. Et j'étais là... J'avais un certain nombre d'idées dans la tête et effectivement, les réponses que j'ai m'aident un petit peu à les recadrer. Est-ce que je vais retourner chez moi la fleur au fusil et dire maintenant c'est bon? Non. Je ne dis pas ça. Mais bien évidemment qu'il va falloir avoir un travail là-dessus, mais c'est très dur. C'est très dur. Mais je comprends. Je comprends que c'est difficile. C'est Mais très si dur vous êtes parce là, que- c'est que vous sentez que peut-être vous sentiez que vous étiez dans une impasse et qu'il faut que vous sortiez de ça. Parce que pour l'instant, ça vous empêche de construire votre vie. Alors, une séparation, encore une fois, ça prend du temps, ça se digère, et c'est tout un cheminement. Et c'est de vous recentrer sur vous plutôt que d'être centré sur l'autre. Ça, c'est vraiment important. Quand on vit une séparation, c'est de se recentrer sur soi et de prendre soin de soi. On en a besoin, parce qu'on a souffert, on a des blessures, donc il faut les... Je suis d'accord avec vous. En même temps, il faut aussi avoir du soutien quand on est dans ces cas-là. Absolument. Et des soutiens, je veux dire, j'en ai avec mes amis, j'en ai avec ma famille, j'aimerais en avoir un peu plus avec ma famille. Et voilà, après, si vous voulez, ce que vous dites, c'est d'une logique implacable. Maintenant, n'ayant pas de soutien, je me rattache à quelque chose, donc peut-être à cet idéal que vous disiez. Mais n'ayant pas de soutien, eh ben, je me rattache à ça. Alors, c'est ridicule peut-être. Non, je n'ai pas dit ça. C'est peut-être... Je ne trouve pas ça du tout ridicule, je trouve que ça me touche. Mais en même temps, vous savez, du soutien, on peut aller en chercher aussi. Peut-être votre entourage n'a peut-être pas conscience à quel point vous souffrez, à quel point vous vous enferrez dans cette histoire et puis ça vous fait souffrir. Oui. Peut-être aussi aller chercher du soutien parfois quand on ne l'a pas dans son entourage, parce que l'entourage, il n'est pas toujours très délicat ou très adroit dans ce qu'il peut dire. Aller chercher du soutien auprès de professionnels aussi. C'est fait, mais mieux. Ça ne suffit pas. Mais il suffit de quelques heures, vous me donnez les réponses que j'aurais peut-être dû avoir il y a peut-être quelques semaines. Maintenant, le soutien, je vous dis, j'aimerais bien l'avoir de la part de ma famille parce que je vis chez des parents qui font tout ce qu'ils peuvent pour me remuer, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ils le font peut-être pas forcément un peu trop brusquement. Enfin, moi, je veux dire, je ne suis pas non plus en sucre. Il faut quand même bien mettre les choses où elles sont. Je suis quelqu'un d'autonome, je suis quelqu'un de... Mais voilà, je souffre à l'intérieur et dès que je parle, mon entourage me reproche. Ça les gêne aussi parce qu'ils veulent mon bonheur, ils veulent que je réussisse, ils veulent tout ce que vous voulez, mais on me reproche régulièrement d'être saoulant. Alexandre, donc, si l'important c'est que vous ayez... Voilà. Je dis pas que vous l'êtes. Hein. L'important c'est que vous ayez eu des réponses aujourd'hui. Oui. Et peut-être que vous disiez deux choses. Arrêtez de vous mettre dans une situation où forcément vous allez vous confronter à ce mur du silence qui fait souffrir. Donc arrêtez les messages. Ça va vous faire souffrir d'attendre qu'elle y réponde. Et puis le deuxième chose, c'est peut-être vous raccrocher à l'idée que c'était peut-être pas idéal pour vous, cette personne-là. Oui. Contrairement à ce dont vous essayez de vous convaincre. Exactement. Ouais. Ça, c'est important. Coralie, Patrice n'a jamais cessé de vous dire que sa décision était définitive. Il évoque même devant vous son envie de refaire sa vie. Comment réagissez-vous à chaque fois qu'il vous le répète ? À chaque fois, ça me fait très très mal. J'ai pas envie qu'une femme se mette entre nous. Je sais que c'est... Si c'est son choix. Je sais que c'est son choix, mais j'ai du mal. Enfin, moi, ça me fait très 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 mal. Après, je ne pourrais que l'accepter, mais ce sera vraiment très très difficile. Et vous pourriez déjà commencer à essayer avant que ça n'arrive ? Oui. Non ?
Est-ce qu'il y a un espoir qui continue de vous faire tenir aujourd'hui? Au niveau des sentiments, non, j'ai plus d'espoir avec Patrice. Mais j'espère peut-être, moi, trouver quelqu'un d'autre pour essayer de tourner la page. Alors, comment il faut qu'elle fasse pour trouver quelqu'un d'autre? Parce que le Patrice a l'air très présent encore dans son esprit. Oui, déjà, il faut mettre un peu de distance avec Patrice, parce que là, pour trouver quelqu'un d'autre, il n'y a pas beaucoup de place. Parce que si vous le voyez tous les jours, déjà, ça va être compliqué de faire de la place à quelqu'un d'autre. Donc déjà, pour trouver quelqu'un d'autre, il faut faire de la place. Faire de la place, mais il faut vous trouver vous aussi, Coralie. C'est important. Parce que sinon, vous allez chercher un sauveur à chaque fois. Et le risque de souffrir, il va être grand encore, parce que vous allez vous jeter dans la relation en attendant que l'autre comble tous vos manques d'estime de vous-même, vos manques narcissiques, tout ça. Et l'autre, il ne pourra pas combler tout ça. Il pourra en combler une partie, mais pas tout. Donc, vous trouvez-vous. Je ne sais pas si vous avez une passion, s'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement dans la vie, mais pour trouver de la valeur à vos propres yeux et pas aller la chercher dans les yeux d'un autre. C'est important. C'est pas facile. Je sais, mais c'est possible. J'ai même plus de passion. J'ai vraiment... Patrice? Non. Il faut en trouver une. Il faut dégager votre attention de lui. Oui. Focalisez votre attention sur autre chose. Bon, nous tenez au courant, venez nous voir pour nous raconter. J'aimerais bien, avec plaisir. J'espère que vous allez revenir avec de bonnes nouvelles. Merci à tous d'avoir eu le courage de venir sur notre plateau et de nous avoir livré tous ces témoignages avec autant de sincérité. Merci à Frédéric. Nos invités ont aimé à en perdre la raison et se sont brûlés les ailes. C'est souvent ce qui arrive lorsqu'on est quelqu'un de particulièrement sensible et à fleur de peau. C'est justement le point commun qui unit les personnes présentes sur ce plateau. Et ce n'est pas Zem qui dira le contraire. Bonjour. Bonjour. En effet, Zem, vous aussi, vous nous avez laissé entrevoir vos failles, votre sensibilité exacerbée, qui ne nous avait pas laissé indifférents. Vous nous aviez raconté qu'à la mort de votre père, vous aviez appris que ce dernier faisait partie du grand banditisme et vous n'imaginiez pas à quel point cette découverte allait conditionner votre vie. Merci en tout cas d'être présent dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Je vous avais reçu le 29 novembre 2012 dans une émission intitulée « Mon père est un voyou ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui il était ? Mon père s'appelait Edgar Zemmour. C'était une figure du grand banditisme avec ses frères, donc mes oncles, qui régnaient sur le milieu parisien, tout ce qui touchait à la prostitution, aux raquettes et aux jeux. Drogue aussi ? Non, pas de drogue, jamais de drogue. Moi, j'étais pas au courant de ça. J'étais petit. Ils faisaient leurs affaires ici, dans le milieu parisien, et moi, je grandissais à Miami. Donc, j'étais pas au courant de ce qui se passait jusqu'au jour où il a été assassiné quand j'avais 11 ans à Miami. Qu'est-ce que vous aviez réalisé juste après sa mort ? J'ai réalisé que c'était une figure du grand banditisme. Voilà, on ne me l'avait pas dit parce qu'on voulait essayer de me protéger et de me laisser avoir une enfance pseudo-normale. Ça s'est pas fini comme ça. On vous a dit que votre nom serait lourd à porter ? On ne m'a pas dit que mon nom serait lourd à porter, non. Non. Vous l'avez compris ? Oui, je l'ai compris. Ouais. Qui s'est occupé de vous dans les années qui ont suivi son décès ? Pas grand monde. Pas grand monde, ça a été une explosion, ça a été une grosse déchirure, ça a été très violent. Ils se sont tous fait assassiner assez rapidement. Mon père s'est fait assassiner en 83. J'ai habité avec mon oncle Gilbert. 2 mois après, il s'est fait assassiner. Donc on nous a un peu cachés par mesure de sécurité, en me disant qu'on partait en vacances, bien sûr. Donc je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais je savais qu'il fallait très vite que j'apprenne à gérer des situations d'adulte en tant qu'enfant.
Ça, je l'avais très bien compris. J'avais aussi compris toutes les raisons pour lesquelles mon père a essayé de me faire grandir très vite. Quand j'étais petit, je n'avais pas compris ça non plus. Mais il a bien fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va regarder un reportage ensemble. À 13 ans, vous êtes finalement retourné vivre à Miami. Vous nous avez très vite compris, donc vous n'y étiez pas le bienvenu. Vous avez alors dû apprendre à composer avec la réputation de votre père et son passé très lourd à porter a eu des répercussions sur l'homme que vous êtes devenu. Alors, avant de découvrir où vous en êtes aujourd'hui, je vous propose justement de nous repasser le film de votre histoire. J'étais obligé de grandir toute ma vie sans pouvoir avoir mon père à mes côtés. Fils d'un célèbre parrain de la mafia, Zem a su très tôt que sa vie serait un combat. Le jour où mon père s'est fait assassiner et qu'on me l'a annoncé, j'ai été chez mes amis. Ils ont ouvert la porte en me disant que j'étais plus le bienvenu chez eux. J'ai compris à ce moment-là que j'allais payer pour des choses que j'avais pas fait. Entre tristesse et colère, Zem s'était alors perdu. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour vous échapper un peu? De l'alcool, de la coke. J'ai commencé dès l'âge de 14 ans. Parce que je ressentais quelque chose qui était omniprésent et violent. J'avais besoin de quelque chose de très fort. Jusqu'où vous êtes allé? J'ai été jusqu'en prison. Et c'est derrière les barreaux que Zem avait enfin trouvé le moyen de se libérer de la souffrance de son passé. Il avait monté un groupe de rock. On a joué tous les mercredis. Et un des mecs les plus costauds dans cette salle est venu me voir au bout de 3 semaines en me demandant de jouer. Ce mec, dont tout le monde avait peur, m'avait fait comprendre que j'avais quelque chose d'aussi fort que toute la fonte qui poussait. Et ça m'a marqué et j'y pense encore aujourd'hui. Depuis sa sortie de prison, Zem n'avait cessé de chanter. Je suis en train d'enregistrer un 3e album qui est intitulé Private Sessions. J'aurais bien voulu que mon père soit là pour voir tout ça. Plus d'1 an après l'émission, nous retrouvons Zem. Lui qui travaillait sur un 3e album a pu aller au bout de son projet. Aujourd'hui, je construis ma propre vie, quoi. Je porte pas mon passé sur mon épaule, je ne suis pas mon passé. Et cet album aujourd'hui représente qui je suis là maintenant, ce que je ressens et comment je vois les choses. Si son dernier album a vu le jour, c'est parce qu'une téléspectatrice lui a tendu la main. Aujourd'hui, elle est même devenue son agent. Il y a eu beaucoup de répercussions positives pour moi suite à l'émission. J'ai rencontré Fabienne, qui avait été touchée par l'émission. Elle m'a proposé de reconstruire un site internet, de s'occuper de la communication par rapport à la sortie de l'album. Mais pas seulement. Fabienne lui a aussi présenté un ami à elle, qui est depuis devenu son producteur. C'est quelqu'un qui m'a permis de continuer, quoi. Parce que moi, j'étais juste en train d'écrire, mais j'avais pas encore les moyens d'avancer, quoi. J'ai eu l'habitude, par rapport à mon parcours, de faire les choses tout seul et de me débrouiller tout seul. Donc, du coup, quand des gens que je ne connais à peine viennent tendre la main, je trouve ça vachement touchant. Et ça me donne énormément d'espoir. Aujourd'hui, Zem commence peu à peu à goûter au bonheur. Pendant des années, je me réveillais, je me réveillais déjà dans la peur et dans la panique. Mais aujourd'hui, je me réveille heureux et pressé de commencer ma journée. Nicolas, un ami proche, et Fabienne, celle qui lui a tendu la main, ont tous deux été touchés par l'histoire de Zem et par sa personnalité. Quand j'ai vu l'émission Toute une histoire, j'ai été touchée par l'histoire de Zem. J'ai voulu le mettre en relation avec Thomas pour promouvoir justement tout le travail et tout
toute la musique de Zem. C'est vraiment une aventure à trois. Enfin, on a vraiment eu un coup de cœur artistique et humain aussi. Parce que de toute façon, chez Zem, c'est difficile de dissocier l'artistique de l'humain. Quand vous connaissez un petit peu son histoire, l'histoire de Zem, vous avez envie de l'aider avec vos petits moyens. On essaie d'être un peu une famille qui l'entoure. Il attend qu'on le soutienne. Parce que qu'on lui trace un peu la route parce qu'il ne sait pas tout. Pour ses proches, Zem est aujourd'hui en adéquation avec lui-même. Il était perdu. Je pense qu'il a commencé à faire son deuil de pas mal de choses. Et il voit l'avenir maintenant et non plus le passé. Je crois que c'est quelqu'un qui va aller, qui va aller très loin. Parce qu'il a cette énergie, il est allé très loin de là où il démarre. Donc je pense qu'il a tout pour aller très loin. Ce soir, à l'île de Ré, c'est une soirée spéciale pour Zem et ses musiciens. Après plusieurs années de travail sur son dernier album, le chanteur va donner son tout premier concert. C'est parti. 1, 2, 1, 2. Mais avant, place aux dernières répétitions. Well, I know you feel the bender of the prominent surrender of your love and God above. Pour cette première, Fabienne a tenu à être présente. Elle sait toute l'importance qu'a ce premier concert pour Zem. Et c'est elle qui va être en charge de vendre son premier album, Private Sessions. Bon, t'as tout du coup? Ouais. Bon, c'est cool. Là, je vais en mettre un là sur cintre avec le prix dessus. Ouais. Et puis les autres, je les mets là. Et comme ça, moi, je peux gérer le stock dans la soirée. D'accord. Tout semble en place et dans quelques minutes, Zem sera sur scène. Je me suis dit, moi, quand j'étais petit, que je ferais ça. Et j'en ai parlé à personne. Et ça s'est fait. C'est cool. This one's for the lonely, the ones that seek and find, only to be let down time after time. This one's for the torn down, the experts that you don't. 22h, la salle se remplit. Les habitants de l'île de Ré ont répondu présents. Merci d'être venu ici ce soir. Ça fait un moment maintenant que je suis sur cette île. Je connaissais personne quand je suis arrivé. J'ai un peu foutu mon bordel. Mais vous m'avez toujours soutenu. Pour ça, je vous remercie. Et ce soir, je vous offre ce concert. Well, I know you feel the bender of the prominent surrender of your love and God above. So darling, baby, please continue, 'cause you know the love I bring. Sur scène, Zem donne toute son énergie et semble vraiment dans son élément. You're fighting boots, you better not change. You better not change. You better not leave me again. Des concerts comme celui-ci, Zem espère en donner beaucoup d'autres à l'avenir. Vachement bien. Quelle énergie. C'est bien cette musique. J'aime Oui. bien. Ouais. Pourquoi vous aviez accepté de venir témoigner à l'époque? Je pense que c'est important de faire quelque chose de cette histoire. Voilà. Il ne faut pas que ça soit que de la souffrance. Voilà. Après, Ça vous émeut votre parcours, Ouais. ce regard sur toutes ces années? ouais. Toujours. Et j'espère que ça me touchera toujours. Combien d'années il vous a fallu pour assouvir votre rêve?
sais pas si ça s'arrêtera. C'est un rêve tous les jours. Là, depuis tout à l'heure, là, je suis sur le plateau en train de vous regarder et tout ça. Je suis toujours émerveillé par la vie. Je pensais pas que j'en arriverais là. Et c'est cool. C'est vraiment cool. Quel impact l'émission a-t-elle eu sur votre vie, dans votre vie? Ça a touché des gens que je connaissais pas. Ça a donné envie à des gens de venir vers moi, ce qui n'a pas toujours été le cas non plus. Des fois, les gens, c'est pas qu'ils jugent, mais ils connaissent pas. C'est un peu beaucoup pour eux. Donc, du coup, ils ont rien contre moi, mais ils oseraient peut-être pas me parler. Et du coup, à travers l'émission, voilà, il y a des gens qui ont été touchés et qui m'ont croisé là où j'habite aujourd'hui sur l'île de Ré et qui ont voulu venir me voir en concert et qui ensuite ont voulu Merde. Qui ont voulu me soutenir. Parce qu'en plus, l'île de Ré, c'est génial, parce qu'il y a quand même tout Paris sur l'île de Ré. Oui, aussi. Alors, j'étais à Paris pendant 10 ans, sur le premier... mais là, c'est mieux l'île de Ré, parce qu'ils ont le temps, ils sont moins stressés. J'adore Paris, hein, mais j'ai besoin d'être un peu au calme, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin d'être dans une espèce de simplicité. J'ai eu une vie qui a été très compliquée, et il y a un côté très simple à l'île de Ré qui est vraiment très cool, qui me fait vraiment énormément de bien. Les gens... Donc vous avez rencontré des gens qui vous ont soutenu? J'ai rencontré des gens qui m'ont soutenu. J'ai rencontré Fabienne, à qui je dis bonjour, voilà, qui a voulu m'apporter son aide et sa connaissance, qui aujourd'hui s'occupe de toute la communication par rapport à ce 3e album intitulé. Mais c'est juste votre attaché de presse ou c'est devenu une fiancée? Ah non. Non, mélange pas tout. Hein. C'est le travail, c'est le travail. Non, c'est pas ma fiancée. Se pose. Vous en avez une fiancée? J'ai une fiancée, oui. Ah bon, très bien. Parce que, évidemment, vous n'avez pas laissé indifférentes nos téléspectatrices. Il y a d'ailleurs des messages que nous avons reçus, comme celui de cette jeune femme qui se fait appeler Enzo Luna. Je suis très touchée par le témoignage de Zem, qui a dû grandir sans la présence de son père. Quoi qu'il ait fait pour aller en prison, il a su se redresser et avancer. On sent beaucoup d'émotion dans sa voix et tout l'amour qu'il vouait à son père est palpable. Courage, Zem. Je te souhaite de trouver l'âme sœur. Apparemment, c'est fait. Et je suis sûre que tu seras un super papa quand ce sera le moment. C'est prévu ? Je ne sais pas de quoi la vie elle est faite. C'est sûr que oui, j'aimerais un jour avoir une famille. Je pense que c'est ouais. C'est comme ça que Fabienne a pris contact avec vous en vous laissant un message après l'émission? Elle est venue me voir directement en concert et ensuite on a bu un verre ensemble. On a commencé à discuter. Ensuite, elle m'a présenté à un homme d'affaires qui est devenu un ami, qui est venu s'intégrer aussi au projet. Pour produire avec moi cet album, un clip vidéo, trouver un manager, un tourneur pour lancer une tournée. Alors voilà, pour l'instant, ça a été une super rencontre. Oui. Alors là, pour l'instant, c'est le début. Hein. Ça se passe bien. Moi, je m'inquiète pas. J'ai que des problèmes de luxe aujourd'hui. De quoi parlent les chansons qui figurent sur cet album ? Alors, ces chansons, ils parlent un peu de tout. Ils parlent d'amour, ils parlent d'être comme tout le monde. Ils parlent de s'accepter soi et de ne pas changer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, là. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est important. Moi, pendant longtemps, je portais mon passé. Aujourd'hui, je l'accepte. Il fait partie de moi, je ne le renie pas. Ça a été un point de départ pour moi. Aujourd'hui, j'en suis là aussi grâce à ça. Il y a des chansons qui parlent de souffrance aussi. Un peu... Voilà. Il y a combien de chansons sur cet album ? Il y a 11 chansons. Vous êtes dans quel état d'esprit en ce moment ? Ah, je suis au taquet. Prêt à croquer la vie ? Je suis prêt à croquer la vie, oui, je suis prêt à croquer la vie. Oui, je suis heureux. Je suis heureux.
C'est pas un milieu facile, c'est tout ce qu'on peut s'imaginer dans le monde artistique. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je suis inspiré. Le 4e album est déjà écrit, celui-là vient de sortir. Le 4e album? Le 4e album est déjà écrit. Il y en a 3 qui attendent. Ça, c'est le 3e. Ah d'accord, c'est le 3e. Voilà. On vous souhaite plein de choses, hein, Zeb. J'espère que vous nous parlerez encore quand vous serez en haut de l'affiche. Ouais, bien sûr. Vous vous souviendrez Bien que sûr. c'est grâce au passage dans toute une histoire. Je voulais vous dire merci. Voilà. Quel message vous avez envie de faire passer aujourd'hui? Qu'il faut toujours rêver et garder le cœur d'un enfant, même s'il faut subvenir à toutes les responsabilités d'un adulte. Je pense que c'est important et c'est sacré, ça. Dans tous les cauchemars, il y a un rêve. Dans tous les cauchemars, il y a un rêve. Ouais. Absolument. Vous allez nous jouer un morceau? Je vais vous jouer un morceau, mais avant, j'aimerais, si ça vous dérange pas, offrir des albums au public. Bon, je pense pas que ça les dérange. Hein. À mon avis, ils seront très contents. Voilà. C'est gentil. Voilà. C'est cool. Quand c'est, monsieur veut savoir quand je passe à l'Olympia. Sophie, tu t'en occupes, s'il te plaît? Voilà, j'en ai encore. Voilà. Vous irez les chercher après. Et le cinéma? Et le cinéma? Ouais, je suis sûre qu'on va vous proposer un rôle au cinéma. Tu penses? Ouais. Allez. À l'île de Ré, il y a plein de gens de cinéma en plus. C'est vrai qu'il y a des gens Il y a de des acteurs cinéma. très connus qui vont séjourner là-bas pendant les vacances. C'est possible. Non, mais c'est vrai, vous avez une tête de cinéma. Mais moi, j'adorerais faire du cinéma, mais je sais pas comment ça se passe. Donc, je suis ouverte à apprendre. Et votre histoire, écrire votre histoire, hein, le scénario de votre histoire, ça serait un joli film? Alors, le bouquin a déjà été fait et on cherche un scénariste pour le bouquin. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, vous reviendrez nous voir? Avec plaisir. Alors, je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Voilà. Le livre que nos invités écrivent jour après jour. Merci à tous pour votre confiance, votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Et puis, on va se quitter sur un titre de Zem qui va nous jouer sur ce plateau. C'est quel titre? Better not change. Qui veut dire? T'as pas intérêt à changer. D'accord. Bah, vous non plus. Ah, ok. Merci d'être venu nous voir. Every sniper has a place to aim, and you know that you're to blame if you're standing right in front of where he shoots. And you don't have to worry about the wall if you know what that is for. Just be sure to take off both your fighting boots. You better not change. You better not change. You better not change. You better not change. You better not leave me here again. 'Cause I know I'm on my way. Ils sont l'auteur d'un tube qui a traversé les années. La prise de voix a été faite dans une salle de bain. Quand nous sommes allés voir les maisons de disques, on nous a dit « Oh, c'est en anglais ». Personne n'en voulait du disque. Comment cette chanson a vu le jour? Je faisais l'amour avec une demoiselle. Et là, elle vous crie « Vas-y, Francky, c'est bon ». Grâce à cette chanson, ils ont connu la célébrité.
J'ai l'impression d'avoir vécu un rêve, que c'était d'une autre vie. Le premier chèque de droit d'auteur, c'était, je crois, 200 000 €. J'étais interdit bancaire, donc je ne pouvais pas l'encaisser en plus. Je suis devenue une pro, Francky. Ah, mais d'accord. Une pro du... Et c'est une invitation. Mais depuis ce succès, que sont-ils devenus? Je fais du maraîchage biologique. Bah, moi, j'ai une partie de ma famille qui est dans le poisson. Mon père me dit, bah, t'as un peu de sous de côté et tout ça. Et je me retrouve à la tête de 2 poissonneries 6 mois après. Ça vous rapporte encore combien par an? 1 milliard d'euros par an, quoi.